Bonsoir, le samedi 15 juillet, il est 19h à Pamataï. Bienvenue pour l'information du Fénois. Voici les titres de cette présente soirée. Là où la mairie d'Aroué parle de sécurité, une vieille dame, elle, évoque des souvenirs et toute une vie vécue sur ce motu. Elle doit partir, ainsi, la justice l'a décidé. Mais cette octogénaire ne veut pas quitter ce lieu où elle a passé plus de 30 ans. Les explications sont à venir. 9 jours de conflit, un retour à la normale qui s'amorce grandement. Air Tahiti Nui pense ses plaies et tente d'offrir au plus vite le rapatriement à ses clients. Aujourd'hui, le vol pour Auckland était plein, un autre part demain matin. La course contre la montre est engagée. L'invité du journal est Michel Monvoisin, le PDG de la compagnie à la Tiaré. Nous ferons le point avec lui sur la situation, la réplique marketing et l'ambiance au sein de la compagnie. Merci monsieur, à tout à l'heure. Elles tiennent leur rêve à portée de main. Participer aux championnats du monde de pêche sous-marine, ce serait une première pour des dames du Fénois. Pour cela, elles s'entraînent avec force et à côté, elles récoltent des fonds pour financer leur voyage pour l'Espagne. Nous les visitons dans ce journal. Le lever de pierre à ces champions. Dans ce journal, nous vous offrirons une photographie de la compétition chez les lourds, Tahiti domine. Dans les autres catégories, les compétiteurs étrangers font dans la performance. La question des relèves se pose sacrément. C'est un bras de fer sur lequel la justice a tranché. Il faut partir du motu d'Aroué, un sort auquel une dame ne se résigne pas, une dame qui a plus de 80 ans. Elle vit là depuis 30 ans. Cette dernière, qui se définit comme gardienne des lieux, se dit prête à aller jusqu'au bout. La mairie, elle, parle d'une obligation de sécurité. Le point sur la situation, signé Kaline Liénard et Jacques Damour. L'ancre d'un bateau, seul vestige de l'origine du motu de Aroué. En 1991, cette parcelle de lagon est remblayée. Mamie Tétou s'y installe avec son mari et sa famille. Ils construisent leur maison et deviennent gardiens de l'îlot. Les problèmes commencent en 2018. La maison est vétuste et le maire intervient pour trouver un arrangement à l'amiable. La mairie, elle a fait une lettre pour sortir dehors. Sortir dehors. J'ai pas cette lettre. J'ai été voir le maire, j'ai vérifié, et puis j'ai dit c'est comme ça. Ça, j'ai déchiré. Je n'ai pas parlé sur vous. J'ai dit, prends ça pour toi. Personne n'est venu me dire à moi aller dehors. C'est mon tour là, c'est à moi. Mais la famille est également propriétaire d'une maison à Erima. Le maire de l'époque, Philippe Schill, a tenté de les convaincre d'y déménager. On a juste rénové la maison pour que mon frangin et sa famille habitent dedans. Voilà. Mais ça n'a jamais été pour que vous alliez habiter là? Ça n'a jamais été pour qu'on aille là-bas. Mamie n'a jamais dit qu'elle va rester ici. Elle a déjà mis les points sur les i sur Philippe Schill. En 2020, Teura Iriti reprend le dossier. Elle poursuit les négociations avec la famille, mais sans succès. C'est alors qu'elle décide de faire appel à la justice. J'ai un peu regardé l'historique lorsque nous sommes arrivés donc, sur les rênes de la mairie. Son mari était gardien à l'époque de Boris Leontiev. Elle n'est que la femme du gardien. Mais depuis que son mari est parti, voilà, ils sont restés là, mais on ne peut plus la laisser là. C'est une question de sécurité. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc oui, je ne veux pas que la force publique donc, intervienne. Suite à ce jugement du tribunal, je vais encore retourner la voir pour l'accompagner, pour qu'elle puisse retourner chez elle. Dans sa maison, elle sera en sécurité. Une affaire à suivre donc, puisque légalement, le seul moyen pour la famille Ayoun de contrer ce jugement de la Cour d'appel, c'est de se pourvoir en cassation. Il y a un fait divers dans ce journal, nous l'avons appris cet après-midi. Un pilote de scooter âgé de 45 ans est décédé. Il roulait sans casque dans la descente du lotissement Tapuna Social sur la ville de Punaouia. C'était le 11 juillet, en début d'après-midi. Transporté aux urgences, après cette chute, il est décédé 2 jours plus tard à l'hôpital. C'est le 20e accident mortel ici sur la route depuis le début de l'année. De nouveau dans le ciel, mais encore quelques doutes au sol. Les passagers d'ATN, après la fin du conflit, espèrent redécoller. C'était le cas ce matin. Vol complet pour Auckland. Certains ont regretté de ne pas y être conviés. Air Tahiti Nui fait tout pour résorber les attentes. Un nouveau vol Air Calin demain pour la Nouvelle-Zélande est prévu. La situation à l'aéroport avec Missa Chong et Jérôme Lee. Ahu Uranui remplit ses étiquettes de bagages pour la 3e fois. Compréhensive et patiente, elle espère obtenir un siège en direction de la Nouvelle-Zélande où elle vit depuis plusieurs années. Personnellement, je fais mon possible, je me donne 100% à pouvoir partir, à faire ce que je dois faire. Après, si ça ne se fait pas,
J'ai appris à, à suivre le move, si tu veux. C'est ce qu'on dit dans ma famille. Et donc, si ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas se faire. D'ailleurs, d'un côté, je suis reconnaissante parce que j'ai pu assister au Heiva hier soir. Moi, j'ai juste eu la crainte cette semaine que les négociations n'aboutissent pas. Mais bon, j'étais confiant, quoi. Mais sinon, mon vol était bien prévu pour ce matin. Yohan est originaire des États-Unis. La grève d'Air Tahiti Nui a fortement impacté son tour du monde en famille. Résultat, son séjour au pays aux longs nuages blancs est écourté. Nous sommes sur la liste d'attente pour embarquer sur le vol d'aujourd'hui et nous avons 10% de chance seulement de pouvoir partir. Nous avions prévu de visiter la Nouvelle-Zélande. Nos plans ont été totalement perturbés. La haute saison n'arrange pas les choses puisque les vols sont pleins. Environ 200 clients impactés par des annulations pourront rejoindre Auckland dès demain matin à 10h sur un appareil Air Calin. Du côté de la compagnie Otiare, les esprits semblent s'être apaisés. C'est comme les disputes familiales, le temps fait toujours son œuvre. Ce n'est pas la première fois qu'Air Tahiti Nui est impacté par ce genre de crise. D'une manière globale, quand on pense aux clients, qui est le point focal de toute la compagnie, que ce soit les navigants, les commerciaux, le personnel sur les aéroports. Quand on pense clients, on est tous réunis autour d'une même cause. Au total, près de 5000 personnes, touristes comme locaux, ont été impactées par le mouvement de grève qui aura duré 9 jours. Voilà donc pour le reportage ce matin du côté de l'aéroport. Michel Monvoisin, bonsoir. Yolana. Merci d'être avec nous. Alors la situation ce soir, est-ce qu'on peut dire que demain, tout le monde aura retrouvé son foyer? Oui, alors, si vous permettez, je voudrais quand même au nom de la compagnie présenter nos excuses à tous les passagers. Aujourd'hui, certains ont été perturbés, beaucoup ont été perturbés dans leurs vacances. Et puis remercier le personnel qui a été remarquable sur cette opération. Alors oui, il nous restait la difficulté dans ce genre de situation, c'est qu'on est en haute saison. On a repris le programme de vol à la levée de la grève, mais nos vols sont chargés. Donc en fait, il faut trouver des vols supplémentaires. Donc hier soir, il nous restait encore des passagers bloqués, notamment sur la Nouvelle-Zélande. Alors c'est pour ça que nous avons pris la décision d'affréter un vol d'Air Calin. Et demain, les 200 passagers qui restent encore sur la Nouvelle-Zélande seront absorbés par le vol de demain. 9 jours un petit peu compliqués, douloureux, mais est-ce que l'issue vous satisfait, vous qui êtes le patron de cette maison? Oui, c'est toujours douloureux ce type d'exercice, bien sûr. Mais bien, on a trouvé, qu'on l'a dit le soir de la signature, on a trouvé un compromis qui satisfait l'ensemble des parties et c'est ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui a rendu la négociation difficile? C'est la difficulté de négocier, de l'incompréhension entre vous? Est-ce que ce sont des procédures aussi complexes qui président à la gestion et à la rémunération de vos personnels navigants? Alors d'abord, nous avions une enveloppe, donc il fallait absolument rester dans cette enveloppe, parce que sinon, c'était pénaliser l'entreprise et la mettre en difficulté pour les années à venir. Donc c'est là où on se félicite d'être resté dans l'enveloppe. Ensuite, le mécanisme de paye d'un navigant est assez complexe. Donc il y a une répartition, donc c'est difficile de l'expliquer là, parce qu'il y a des charges fixes, il y a du fixe, du variable. Dans le variable, il y a des heures complémentaires, des heures de nuit, des primes à l'heure de vol. C'est assez complexe. Effectivement, la répartition a été un des principaux sujets. Quelle est l'ambiance au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une fracture qui s'est créée entre le personnel gréviste et les autres personnels d'ATN? Alors c'est là où on devrait être vigilant et porter toute notre attention. Effectivement, la principale inquiétude sur une sortie de grève, c'est les tensions qu'il peut y avoir entre ceux qui ont travaillé, qui étaient extrêmement fatigués, qui ont volontairement aidé, assisté, les grévistes. Tous les PNC n'étaient pas grévistes, donc ils vont se retrouver en vol avec des grévistes et non-grévistes. Et dans l'aérien, il y a ce qu'on appelle le CRM, qui est la gestion des ressources et des relations humaines à bord, qui est très important. Donc c'est l'occasion pour moi aussi ce soir de lancer un appel pour que la grève est derrière. Et maintenant, il faut reprendre le travail et le service au bénéfice de nos passagers, ce qui reste quand même le point le plus important, comme l'a dit notre directeur marketing. En termes d'image, est-ce que ça peut avoir des effets négatifs sur le moyen terme? Quelles sont les réactions qui remontent notamment des États-Unis, de la France, qui sont des clients importants pour la compagnie? Forcément, en termes d'image, c'est jamais bon. Bon, après, ça a été quand même plutôt bien géré, puisque vous avez diffusé des images sur les Lipico, et tous nos passagers, on n'a pas eu besoin des Lipico. Ça, c'est une belle chose, c'est que la plupart de nos passagers ont pu être logés, racheminés chez nos personnels et les amis de la compagnie de nos personnels.
D'ailleurs, on a eu des expériences intéressantes. J'ai reçu un mail d'un Américain qui dit, effectivement, il a passé 2 jours chez un de nos employés et c'était une immersion dans la culture locale et il l'a apprécié. Il dit que il voyage beaucoup, il dit que c'est la première fois qu'une compagnie aérienne héberge des passagers. Donc c'est l'image de marque, ça. Ça aide aussi, mais l'image de marque, globalement, l'image qui a été renvoyée, non, faut pas non plus se mentir. Elle est pas terrible. Bon, après, l'aérien vit beaucoup les grèves, c'est quand même assez courant dans le transport aérien. La seule chose, c'est que maintenant, c'est derrière. Et maintenant, c'est ce que je dis, il faut se concentrer maintenant sur le client et sur les marchés. Justement, vous avez une idée de la conséquence financière pour l'entreprise ou c'est encore trop tôt pour la mesurer? C'est un peu tôt. On a posé cette question tout le long, mais je l'ai dit à chaque fois, c'était pas la priorité. La priorité, c'était vraiment de sortir de ce conflit. La priorité maintenant, et c'est ce que vous venez de me faire remarquer, c'est la gestion des rapports entre les salariés de la compagnie. Le temps du bilan viendra, on le fera. Et bon, on sait que ça a un coût, mais bon. Et une autre question sous-jacente qui est apparue lors de ce conflit, c'est le nombre de compagnies aériennes qui viennent sur le territoire, Il y a trop de compagnies aériennes pour l'aéroport de Faa, à votre avis? C'est pas comme ça que je dis. Bon, l'aéroport de Faa, on va pas ouvrir le sujet parce que vous le connaissez. On connaît complexe le sujet de l'aéroport. Oui. Non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. En fait, il faut le voir sur une corrélation, ce que je dis toujours, entre l'offre en siège vers la Polynésie et l'offre en hébergement et du réceptif. Et aujourd'hui, effectivement, il y a une surcapacité en siège par rapport à notre capacité à accueillir et héberger les visiteurs. Parce que notre activité, elle dépend à 80% du tourisme. Hein. Il y a 50 000 Polynésiens qui voyagent. Donc une compagnie aérienne internationale, quelle qu'elle soit, pour 50 000 Polynésiens, le marché est trop petit. Donc le marché, c'est vraiment les touristes. Le touriste, si on en fait entre 250, peut-être qu'on pourra monter à 300 000. Mais ça fait à la fin 350 000 passagers à transporter, quand aujourd'hui l'offre en siège est autour de 600 000. Donc ça fait forcément des sièges vides pour toutes les compagnies. Allez, une bonne nouvelle, le retour pour le Japon, novembre, c'est ça? C'est une chose positive octobre, c'est notre route historique, on la réouvre. Alors c'est effectivement en basse saison, parce que c'est le moment où on espère trouver du réceptif. Bon, après, il y a quand même pas mal de nuages un peu sombres, mais le Tahiti, parce que le yen a baissé, donc la destination a monté en prix. Destination-là, le yen a baissé, toujours l'histoire du réceptif, mais enfin on reste positif. Avec Tahiti Tourisme, on a lancé des campagnes déjà, les campagnes de vente, les ventes ont lieu, les vols sont ouverts. Sur les premiers vols, on voit que beaucoup de Polynésiens n'ont pas été au Japon depuis longtemps, donc il y a une appétence des Polynésiens. Et on espère stimuler, il va falloir faire beaucoup d'efforts, de promotions, pour stimuler la clientèle japonaise, pour qu'elle revienne, parce que nos inventaires sont vides, après 3 ans de Covid pour eux. Et donc il faut réamorcer la pompe aujourd'hui. Le gros du challenge, il est vraiment de réamorcer la pompe. Donc les travaux ont débuté Les travaux ont déjà débuté, bien sûr, les équipes de vente sont mobilisées. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Très bonne soirée à vous, merci. Merci. Se démarquer, jouer de sa différence, une recette vieille comme le monde du commerce, là où le bouche à oreille jadis fonctionnait. Maintenant, il faut se bouger, et ce, dans tous les sens du terme. Les entreprises calédoniennes ont pris d'assaut l'application TikTok. 1 milliard d'utilisateurs, cela fait donc frémir les prévisionnels. Enquête sur ce phénomène du côté du Caillou. Nina Clément, Gaël Detcheverry. Ouais, vous avez plein de téléphones dans le placard. Apportez les téléphones, on vous réparera les téléphones. Pour séduire toujours plus de clientèle, Charles s'est récemment lancé sur TikTok. En plus des vidéos postées, le gérant d'entreprise interagit en direct via l'application. D'un autre côté, on sera directement avec le public. Il y a les utilisateurs chez eux, les clients chez eux qui nous regardent et qui interagissent, qui posent des questions, et j'en suis satisfait. Ça montre que ça porte ses fruits. Des personnes qui vont venir au magasin qui disent « Mais c'était vous que j'ai vu sur TikTok ?» Oui, c'est ça, vous êtes au bon endroit. Donc il y a ce genre de retour, il y a des retours très positifs. Cette boulangerie est elle aussi bien décidée à se démarquer des autres, particulièrement sur TikTok. La dernière vidéo, postée lundi, a fait 20 000 vues en une soirée, un record. Les réseaux sociaux, c'est super important pour le développement marketing de l'entreprise. Et avant, il y avait Instagram, Facebook, et aujourd'hui, TikTok, ça a une grosse influence. On s'est rendu compte que ce réseau, il se développait énormément en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que ça permet de se faire connaître par peut-être une clientèle qui ne nous connaît pas, qui ne vient pas encore chez nous, faire connaître nos produits. Et puis franchement, ouais, pour la cohésion d'équipe, franchement, on s'est amusé. Je ne pensais pas à ce point. Pour tourner la vidéo, c'était un régal, il y a eu beaucoup de rire. Franchement, c'est super.
Mais faire des TikTok, c'est un métier. Et pour s'assurer une bonne visibilité, certains choisissent de se tourner vers une agence spécialisée qui réalise, monte et publie les vidéos. Je prévois les intervenants, les personnes qui vont être avec moi pour filmer. Et puis je me mets un petit peu aussi dans le rôle d'une personne qui va être... comme si j'intégrais en fait leur entreprise pour bien comprendre aussi leurs besoins. L'agence utilise elle-même le réseau, une vitrine, à destination de ses potentiels clients. Et puis c'est important aussi d'être sur TikTok, de comprendre TikTok avant de l'exposer auprès d'un client. C'est super important. Un bon moyen pour les équipes de s'amuser et de décompresser. Ouais, carrément. Faire comme ça. Et du sport dans ce journal, on ne dit pas si TikTok a sévi de ce côté-là. En tous les cas, un rêve qui monte en flèche à hauteur de la passion, la pêche sous-marine. C'est leur dada. Et ces dames de Polynésie espèrent participer pour la première fois de l'histoire du pays au championnat du monde. Le voyage, c'est l'Espagne pour septembre. Avant, elle récolte des fonds en assurant des stages à destination des jeunes. Direction Moréa. Reportage David Chang avec les images de Virginie Tétofar. Donc l'objectif aussi du stretching et de la respiration, c'est de pouvoir réduire son rythme cardiaque pour pouvoir être le plus zen dans l'eau. Comment gérer son souffle, quel matériel utiliser? Cette formation est dédiée aux adolescents, un des moyens utilisés par les deux compétitrices pour financer leur déplacement en Espagne au championnat du monde. Elles doivent récolter 2 millions de francs. Je préfère parce que ma vision, elle est plus nette. Les hommes y participent depuis les années 60 et ils ont remporté plein de titres, champions, vice-champions. Et on s'est dit, si c'est pas nous, au moins on va monter un club et on va faire en sorte que demain, il y ait des femmes qui représentent la Polynésie au championnat du monde. Dans ce stage, Taina et Onyx inculquent les rudiments de la chasse sous-marine, le partage d'une expérience de plus de 10 ans dans le domaine. Et la première leçon, c'est de ne jamais sortir seul en mer. C'est top pour la sécurité, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va te surveiller, parce que c'est pas facile dans l'eau. C'est top d'avoir quelqu'un pour te protéger et pour avoir un œil sur toi. Une opportunité en or pour les parents qui veulent avoir la conscience tranquille. Veitiare a sauté sur l'occasion. Pour nous, c'est hyper important qu'elle apprenne justement toutes les consignes de sécurité relatives à la chasse sous-marine, parce que voilà, avec tous les accidents qu'il peut y avoir en chasse sous-marine, on trouvait ça vraiment important. La pêche, mais dans le respect de l'écosystème, une valeur que les deux pêcheuses partagent par le biais de leur association. Julie Buton, du Rahui Center, est venue parler de l'anatomie des poissons, de leur évolution et de leur cycle de reproduction. Sensibiliser au maximum les pêcheurs, les communes, les enfants, et pouvoir amener justement à ce que toute la population puisse mieux comprendre et gérer la ressource. C'est la fin d'un stage d'une semaine. Pour récolter plus de fonds, les deux pêcheuses organisent une soirée le 28 juillet au golfe de Moorea avec en invité d'honneur le groupe de musique Sisasoué. Soyez donc présents pour accompagner ces dames lorsque le sport crée des ponts. Ce fut le cas du côté de Ao avec le 14 juillet, du monde sur la ligne de départ, 10 équipages en V6 et 17 en V1. Aux côtés des habitants de l'île, les marins du Bougainville se sont mêlés à la compétition. Plus de 5 km de parcours pour les hommes et 3 pour les dames. Rame en main pour un final, vous le voyez, au centre du village. Bref, un 14 juillet, tout en fraternité. Vaimano et rameur, il dit le bonheur de cette journée au micro de notre correspondant Mathieu Allot. Là, t'as cassé ta rame, là, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, trop de force. Trop de force au départ. Du coup, t'as fait comment? J'ai attendu le bateau suivant pour avoir une deuxième rame. T'as pas essayé de ramer avec une demi-rame? Non, comme il y avait 6 rames complètes, j'ai cassé la mienne et c'était fini. Et du coup, alors, comment c'était par rapport au temps? Ah, ça va, c'était calme. Ça va, comme à l'entraînement. Moi, c'est la première fois que je faisais une course de VA. Et honnêtement, pendant toute la première partie de la course, on arrivait à les tenir à une certaine distance. On y croyait, mais ça l'a pas fait, mais au moins on s'est battu jusqu'au bout. Le sport, c'est du fair play, du sourire. Bravo, messieurs. Sport traditionnel, levée de pierre, un constat. Chez les très lourds, plus de 140 kg, Tahiti fait toujours la loi. Mais la relève, elle, se fait attendre. Dans les autres catégories, cela commence à coincer sur la balance des victoires. Les sportifs de l'étranger commencent, eux, à pointer sérieusement leur nez. Reportage du côté du musée des îles Iari Tayata avec les images de Patita Savea. Un cri de guerre, tradition néo-zélandaise.
Après une première victoire chez les femmes hier, un autre de leurs athlètes remporte l'épreuve du lever de pierre à 120 kg. Une victoire méritée après avoir battu au chronomètre les 9 autres Tahitiens de la catégorie. Je me sens bien, c'est une super compétition. J'étais venu pour la première fois l'année dernière et j'ai fini 3e. Et donc je me suis entraîné toute l'année pour cet événement et ça a payé. Parmi les compétiteurs, on retrouve Tereua, originaire de Rimatara. C'est sa 2e participation. À seulement 17 ans, il est le cadet du groupe, une exception car dans la catégorie des lourds, les jeunes sont de moins en moins présents. Ça dépend des gens, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. À Rimatara, vous êtes beaucoup dans cette catégorie? Non, je suis le seul aussi dans mon île à porter le caillou. Moins de nouveaux athlètes taillés pour soulever des pierres, un constat que l'on retrouve dans la catégorie des lourds et extra lourds où les pierres pèsent entre 140 et 160 kg. Dans la file, les mêmes visages déshabitués en quête de nouvelles concurrences locales ou étrangères. Ça va nous pousser aussi à s'entraîner plus. Et moi, je pense que l'année prochaine, on va tout donner. On va pas lâcher aussi. La relève, elle doit être là, mais c'est plus qu'ils ont honte. Mais je les appelle à venir. Parce que moi, ma relève, c'est mes enfants, ma fille, mon fils, à tous nos jeunes Tahitiens. C'est bon là, le football tout le monde connaît, le volleyball tout le monde connaît. Venez dans notre sport, vous allez découvrir. C'est autre chose et ça sera mieux pour nous aussi. Parce qu'il ne faut pas s'étonner, ça sera l'extérieur qui va nous apprendre notre propre culture. Un appel du cœur par ces passionnés de la discipline, car cette année, sur les 8 catégories en lice pour le lever de pierre, 3 ont été remportées par des athlètes étrangers. Hawaï chez les vétérans et Nouvelle-Zélande chez les femmes en 80 kg et chez les hommes en 120 kg. Impressionnante image et vous le savez, les sports traditionnels, ça continue demain du côté de Papeete. C'est quasiment la fin de ce journal. Voici l'information principale de la soirée. Elle concerne Athènes et la fin de la grève après 9 jours. La compagnie déploie aujourd'hui tous ses efforts pour amener les voyageurs à bon port. Ça sera fait dès demain. Un avion Air Canada décolle demain matin vers Auckland. La facture du conflit n'est pas encore, je dirais, mesurée selon Michel Monvoisin, le PDG de la compagnie, qui était l'invité de notre journal, vous l'avez vu, il y a quelques minutes. On s'intéresse au programme de la soirée, vous allez le voir sur l'écran magique de notre antenne. Le Haïva, évidemment, pour la dernière soirée, juste après le feuilleton, la série sud-américaine Azucar, que vous connaissez par cœur. Merci de votre fidélité. Demain matin, Réveil Radio pour l'information, signature Abinera et Souliane. Et un générique de fin merveilleux. Paris, ville de lumière, feu d'artifice sur la Tour Eiffel, avec une chanson locale. C'est beau, c'est magnifique. Ce fut hier, le 14 juillet. Belle soirée, à demain soir, 19h. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.